Nous allons répondre ensemble à la question « Qu'est-ce qu'un bon jeu ?» Un bon jeu, c'est à la fois de l'amusement et de l'engagement. Alors on commence avec la notion de courbe d'apprentissage. On a ici plusieurs courbes d'apprentissage. En abscisse, on peut considérer que c'est le temps passé à jouer. Et en ordonnée, c'est la progression ou le score ou les résultats obtenus. Alors, c'est des modèles qu'on peut appliquer à d'autres situations que les jeux. Ça peut être par exemple en économie. En abscisse, ce serait l'investissement et en ordonnée, le profit obtenu. Alors, le modèle le plus simple, c'est le modèle linéaire avec la fonction f de x égale à k fois x, où k, c'est une certaine constante. Ça veut dire que la progression est proportionnelle au temps passé. Alors, c'est un modèle qu'on utilise beaucoup. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, la progression est linéaire. On utilise beaucoup les modèles linéaires comme approximation de certains modèles, parce que c'est un modèle très simple, et donc il peut servir à approcher des modèles qu'on a du mal à concevoir. Autre situation, avec une fonction exponentielle f de x égale à exponentielle x, et là, plus on avance, plus on progresse vite. Alors c'est ce qu'on appelle un modèle à feedback positif. C'est par exemple le cas au Monopoly. Plus vous avez d'argent, de maisons, d'hôtels, etc., plus vous allez gagner d'argent. Donc ça a l'avantage que ça permet de finir rapidement une partie. À l'opposé, vous avez la fonction logarithme, log de 1 plus x, qui, elle, plus on progresse dans le temps, plus le score avance doucement. Donc c'est plutôt à feedback négatif. Ça peut être par exemple le cas si à chaque fois que vous avancez d'un niveau, le niveau suivant est beaucoup plus difficile. Si par exemple le jeu est mal paramétré, les niveaux deviennent trop durs à chaque fois, vous allez progresser trop lentement. Ça peut être aussi le cas dans la conquête d'un pays, vous êtes en train d'envahir le pays voisin, plus vous avancez loin dans le territoire ennemi, plus ça va être difficile de ramener des ressources, de déplacer des armées jusqu'au point où vous êtes en train d'attaquer. Sur la seconde ligne, on a des modèles avec une limite à l'infini, une limite L. Ça peut être le cas si par exemple la progression va de 0 à 100, vous ne pouvez pas dépasser 100, vous avez une valeur limite. Ça peut être le cas par exemple d'un modèle de recharge de batterie, donc de 0 à 100%. Donc quand les ressources sont limitées, ça peut être ce genre de modèle qu'il faut utiliser. Le premier modèle, la fonction, c'est L facteur de 1 moins exponentielle moins x. Donc on se rapproche de la limite L, mais sans jamais l'atteindre. Et puis, vous pouvez avoir une progression ici qui démarre doucement à 0, ensuite qui est presque linéaire et qui après a le même comportement que la précédente, qui s'approche doucement, avec une fonction sigmoïde, parce que ça ressemble à un S allongé. Et la fonction, c'est L divisé par 1 plus exponentielle moins x. Cela semble évident, mais un jeu doit être gagnable. Donc le jeu il doit être perçu comme gagnable, et ceci, quelle que soit la progression du joueur dans le jeu. Donc on peut découper le jeu en niveaux afin de proposer des gains partiels, des récompenses intermédiaires. Mais dans tous les cas, le joueur il doit sentir qu'il progresse vers l'objectif. Alors après, on peut penser qu'un joueur expérimenté, il ait plus de chances de gagner qu'un joueur débutant. Mais il ne faut pas qu'un joueur débutant, s'il fait une erreur en début de partie, ça l'empêche de quand même pouvoir gagner cette partie. Alors un jeu ne doit pas être trop facile. Un jeu qui est trop facile, il perd très vite de son intérêt, donc vous perdez l'engagement du joueur. Cependant, au début, pour un joueur qui apprend un nouveau jeu, vous pouvez faire des niveaux très faciles afin d'expliquer les règles ou ne pas décourager un jeune joueur. Alors, il peut y avoir des jeux qui restent tout le temps très faciles, qui sont a priori sans intérêt. Par exemple, il y a des jeux de coloriage sur écran, il y a des jeux où on saute d'une rame de train à une autre. Et ça permet par exemple de se vider la tête après une journée de travail,
ou de passer le temps hein, sans réfléchir. Il y a la notion de illusion de gagnabilité. Il y a des jeux où vous avez quand même très peu de chances de gagner, mais il faut quand même toujours que le joueur il pense que lui, oui, il a quand même une chance de gagner, que c'est possible que lui il gagne. Alors c'est l'exemple du loto. Vous avez très peu de chances de gagner le gros lot, mais en fait, avec le système de la loterie et des numéros tirés, vous avez quand même l'illusion que vous n'étiez pas si loin que ça. S'il fallait tirer, c'est la boule 38 qui a été tirée et que vous aviez joué le 37, vous dites « Ah bah, j'étais pas si loin que ça ». Évidemment que ça n'a aucun sens. D'être proche d'un numéro gagnant, ça n'a pas de sens. Aussi, la loterie fait de la publicité. Ah oui, le gros lot, il a été gagné dans votre ville. Et donc, vous dites « Ah bah, si mon voisin a gagné, j'étais pas si loin de gagner que ça ». Donc ça, c'est l'illusion de gagnabilité, alors qu'en fait, vous avez très peu de chances de gagner. Donc, quel que soit le jeu, que ce soit un jeu de compétences comme les échecs ou une course de voiture, etc., un jeu de patience ou un jeu de chance, le jeu il doit être équitable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équité? La définition du Larousse, c'est l'équité, qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence au principe de la justice naturelle. Donc, il ne faut pas confondre équité et égalité. L'égalité, c'est si on a une récompense à partager, tout le monde obtient la même chose. L'équité, c'est que chacun obtient une part de la récompense en rapport avec sa contribution. Détaillons un petit peu comment construire un jeu équitable en commençant par les ressources. Donc les ressources, ça peut être les objets, les pouvoirs, le terrain, l'argent, le temps mis à disposition du joueur. Ils doivent être partagés de façon équitable. D'accord ? Alors une façon la plus simple de faire ce partage équitable, c'est de faire un partage égal. Tous les joueurs ont la même chose au départ. C'est le cas par exemple aux échecs. Les deux joueurs ont les mêmes pièces, avec la même position de départ, les mêmes possibilités de mouvement. Alors, pour les jeux qui ne sont pas symétriques, les jeux asymétriques au départ, on peut utiliser des relations de non-transitivité. Donc, imaginons que vous ayez 3 personnages au choix dans un jeu. Pour que ça ait un intérêt, il ne faut pas qu'il y ait un personnage qui soit plus fort que tous les autres, sinon tous les joueurs vont prendre ce personnage-là. Donc il faut que vous ayez un personnage A qui est plus fort dans certains domaines que le personnage B. Le personnage B, il est plus fort dans d'autres situations que le personnage C. Et le personnage C, il est plus fort dans certaines situations que le personnage A. Donc c'est le cas par exemple dans le jeu pierre-feuille-ciseaux. Il n'y a pas évidemment un choix qui est mieux que les autres, sinon le jeu perdrait son intérêt. C'est aussi le cas par exemple des cartes Pokémon. Il n'y a pas une carte Pokémon qui est plus forte que toutes les autres. Donc lorsque vous pouvez gagner ou acheter des ressources au cours du jeu, il faut que le coût de cette ressource il soit bien dosé. Donc si c'est une ressource importante, il faut qu'elle coûte cher. Ou si c'est une ressource importante, il faut qu'elle ait été méritée par une action de jeu pertinente. Toujours pour construire un jeu équitable, on s'intéresse à la question de niveau. Donc, il est équitable qu'un joueur expérimenté ait plus de chances de gagner qu'un joueur débutant. Alors, pour conserver le plaisir de jouer, on peut regrouper les joueurs par pool de niveau équivalent. Les joueurs débutants ensemble, les joueurs expérimentés ensemble, etc. Si on veut faire une partie qui mélange des joueurs de différents niveaux, alors il y a plusieurs façons de procéder pour que ça reste intéressant. On peut handicaper les meilleurs joueurs. Donc, par exemple, c'est le cas dans certaines courses hippiques. Les meilleurs chevaux, on leur attribue du poids supplémentaire pour les ralentir. À l'opposé, on peut aussi favoriser les joueurs les moins bons. Par exemple, au jeu de Go, un joueur débutant, on va lui donner des pierres supplémentaires au départ. Ou à Mario Kart, le dernier de la course, il va rencontrer sur sa route des boîtes de récompenses avec des avantages conséquents
qui lui permettent de revenir dans la course. Passons à la notion de contrôle. Les décisions du joueur doivent être déterminantes pour l'issue du jeu. Donc par exemple, si vous devez choisir entre le chemin de gauche contre un monstre ou celui de droite vers un lac paisible, cela doit avoir des conséquences pour la suite du jeu, soit en gain d'expérience, soit en possibilités ultérieures, etc. Alors cependant, aucun choix, et surtout en début de partie, ne doit empêcher de gagner la partie. On termine avec la notion de chance. Le hasard ou la chance, c'est lorsque un joueur n'a pas de contrôle sur l'issue d'un aléa. Donc un jeu de hasard ou avec une part de chance, ça peut quand même être un jeu équitable. Mais il y a des conditions à respecter. Donc tout d'abord, le gain qu'il peut obtenir, il doit être connu, ainsi que la probabilité de l'obtenir. Donc par exemple, dans un jeu avec 2 dés, vous savez qu'il y a plus de chances de faire 7 que de faire 12. Donc vous savez les probabilités de tomber sur la rue de la paix ou bien de tomber sur la case départ. Le loto, même chose. Les gains sont connus et les probabilités sont connues. Donc ça reste des jeux équitables. On peut introduire le hasard de différentes formes. Vous pouvez faire un petit peu de hasard mais de façon fréquente, ou vous pouvez faire un gros aléa mais qui se produit rarement. Il y a différentes façons de tirer des nombres au hasard. Le plus simple, c'est d'utiliser la loi uniforme. C'est par exemple le cas au loto. Chaque numéro a autant de chances d'être tiré que les autres. Ça s'exprime mathématiquement sous la forme d'une fonction densité de probabilité qui est une fonction constante et qui signifie ici que n'importe quel nombre entre A et B a autant de chances d'être choisi que les autres. La loi uniforme, ce n'est pas la seule façon de tirer des nombres au hasard. Une loi qu'on trouve souvent dans la nature, c'est la loi normale, qu'on appelle aussi loi de Gauss ou courbe en cloche. Alors, vous voyez ici la fonction densité de probabilité, d'où le nom de courbe en cloche. La fonction, elle dépend de 2 paramètres, l'espérance mu et l'écart type sigma. Et la fonction ici est donnée avec une exponentielle. La formule est un petit peu compliquée. Ça veut dire que en tirant un nombre au hasard, vous avez plus de chances d'obtenir une valeur proche de mu qu'une valeur loin de mu. C'est le cas par exemple si vous prenez un homme au hasard dans la rue et vous mesurez sa taille, elle va être autour de 1,75 m. Il y a de grandes chances qu'elle soit entre 1,70 m et 1,80 m. Vous avez très peu d'hommes qui vont être très très grands et très peu d'hommes qui vont être très très petits. Donc le paramètre mu, ça correspond à la moyenne, donc à l'espérance. Ça correspond ici graphiquement à l'axe de symétrie de la courbe. Et le paramètre sigma, lui, va correspondre à l'étalement. Vous pouvez avoir un sigma qui donne un pic vraiment centré en mu, ou alors un paramètre sigma qui donne une courbe qui s'étale beaucoup plus.